Alors, je tiens à remercier Henri Laurence de m'avoir invité à cet hommage à Renan, ainsi qu'Antoine Compagnon, qui dirige le projet dans le cadre duquel j'ai entrepris cette recherche sur l'histoire moderne du Collège de France. Et à l'écran, une photographie du salon de Renan au Collège de France, dont je reparlerai dans la suite de mon exposé. Alors, l'entrée de Renan au Collège de France en 1862 comme professeur de langue hébraïque, chaldéique et syriaque, comme on l'a dit, a provoqué une agitation exceptionnelle au collège et dans le siècle, car elle a été liée à ce que Renan appelait un incident restrictif de la liberté des professeurs du collège, en écho aux politiques de l'État en matière de religion chrétienne et d'enseignement supérieur. Par contraste, Renan a occupé le poste d'administrateur de 1883 à 92, après avoir été réintégré au Collège de France en 1870 grâce à Jules Simon, à une époque où on disait de l'établissement qu'il avait repris sa physionomie calme et sévère. C'est en effet ce qu'écrivait en 1873 Germain Bouchon-Brandly, le secrétaire agent comptable du Collège sous Renan, en faisant référence aux événements de 1870, mais aussi, sans doute, aux ingérences du pouvoir dans ses affaires internes, comme la suspension et la révocation de Renan en 1862 et 1864. À en juger par les documents d'archives relatifs à la direction du collège par Renan, il ne semble pas que le passage du savant et écrivain dans ce poste ait provoqué de remous particuliers ni de scandale. Et comme la bonne marche du collège était, à ses yeux, celle de la science même, comme le disait Louis Havet, professeur de philologie latine sous Renan, il avait pour l'institution, encore Louis Havet, un dévouement sans bornes, et en a été le chef qui guide, qui oriente et qui inspire. Pour connaître les événements qui ont marqué l'organisation interne du collège à l'époque où la glorieuse maison est devenue le cadre de toute la vie de Renan, nous disposons entre autres des procès-verbaux des 3 ou 4 réunions annuelles de l'Assemblée des professeurs, de la correspondance et des rapports et divers documents officiels qui y sont annexés. On peut aussi se reporter aux nombreux textes et allocutions de Renan sur le collège, dont l'objet était pour lui, selon lui, la création de la science. Des textes qu'il a publiés et prononcés comme professeur et comme administrateur, mais aussi en tant que membre de sociétés savantes et membre du Conseil supérieur de l'instruction publique. Dans le dossier Renan au collège, on trouve aussi les 44 lettres que Renan a adressées à Bouchon-Brandly à partir du mois de mars 1884 au mois d'août 1892, lorsqu'il était en vacances, surtout en Bretagne. Elles fournissent une chronique soutenue des problèmes auxquels l'administrateur a eu à faire face, et dans ces lettres se juxtaposent des préceptes sur la science et sur le collège, en écho des nominations et de la gestion des salles et des laboratoires, ainsi que des directives sur l'entretien de la maison purement pratique. C'est à travers ces ordres de réalité hétérogènes, propres à l'histoire du Collège de France à la fin du XIXe siècle, que je chercherai à faire entendre la parole de Renan, administrateur du Collège de France. À cette étape de la recherche, il s'agira de présenter une matière brute, plutôt qu'une histoire, tout en nous interrogeant sur ce que Renan a pu et pourrait y apporter. Donc, quel est le statut réglementaire de l'administrateur ? Depuis la première rédaction du règlement en 1799, les statuts du Collège de France ont été amendés sous la Deuxième Restauration en 1829, sous le Second Empire en 1857 et sous la Troisième République en 1873 et en 1911 pour nous limiter au XIXe siècle et XXe siècle. La réforme du règlement de 1873 visait à rétablir le décret de 1828 en ce qui concerne, entre autres, la nomination des professeurs. Il fallait enlever au ministre de l'Instruction publique, qui avait la tutelle de l'institution, le pouvoir d'interdire les enseignements sans l'accord de l'Assemblée, comme cela avait été le cas pour Renan. Il fallait surtout, pour ce qui nous concerne ici, rétablir le pouvoir qu'avaient les professeurs de nommer eux-mêmes l'administrateur,
un pouvoir que l'empereur s'était aussi approprié plus tard, bien que l'Assemblée ait continué après 1852 à être invitée à lui fournir une liste de 3 candidats, dont l'un serait nommé par le ministre. À l'époque de Renan, le bureau comprenait un administrateur, un vice-président élu pour un mandat de 3 ans et un secrétaire d'Assemblée nommé annuellement, les 3 sélectionnés parmi l'Assemblée des 40 professeurs. Marcellin Berthelot, qui a pris la photo qui est à l'écran, ami et collègue de Renan, professeur de chimie organique, fut le secrétaire d'Assemblée pendant le premier mandat de Renan, avant d'être nommé ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts en 1886-87. Seul le secrétaire agent comptable continua à être nommé par le ministre après 1873, et à l'époque de Renan, c'est Germain Bouchon-Brandly, comme je l'ai dit, qui occupait cette place. Redéfinissant la procédure d'élection à la séance du 2 mars 1873, les professeurs décidèrent que le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages lors d'un premier scrutin serait présenté comme candidat à la place d'administrateur. Louis Lefebvre-Ginot, professeur de mécanique puis de physique expérimentale, fut le premier à exercer de 1800 à 1823 la fonction d'administrateur, les affaires intérieures du collège ayant été autrefois administrées par un syndic et un inspecteur. Donc, selon l'article du règlement, l'administrateur préside l'Assemblée des professeurs et, s'il le juge convenable, toutes les commissions dont il est membre de droit. Il correspond seul avec le ministre et veille au bon ordre des cours et à la régularité des différents services. Il a sous ses ordres un secrétaire agent comptable nommé par le ministre et spécialement chargé de l'expédition de la correspondance administrative, de la comptabilité, de la garde des archives et de la bibliothèque. Or, les statuts seuls ne suffisent pas pour déchiffrer l'ensemble des démarches poursuivies par l'Assemblée. Il y a aussi les traditions du collège, qui sont omniprésentes dans les discussions de l'Assemblée. Traditions grâce auxquelles le corps, je cite Marcel Bataillon qui a été administrateur de 1955 à 65, les traditions grâce auxquelles le corps garde un instinct assez sûr de ce qui est ou de ce qui n'est pas conforme à sa raison d'être. Lors de son installation au fauteuil d'administrateur, à la séance du 4 juillet 1883, après avoir été élu par 23 voix sur 32 et nommé par un décret du 19 juin 1883, Ernest Renan disait à ses collègues qu'il s'efforcerait de suivre les traditions léguées par son prédécesseur Ernest Laboulé, professeur d'histoire des législations comparées, et qui fut administrateur pendant 10 ans avant Renan. Renan pensait qu'il faut toujours, je cite Renan, qu'il faut toujours autant que possible se conformer au précédent. Et il réitéra cette maxime en parlant de l'usage établi ou de la nécessité de faire les choses en règle à diverses occasions. Ce qu'il faut préserver, selon lui, ce sont la liberté, la loi fondamentale de l'établissement, et l'impartialité, ainsi que l'aptitude au renouvellement, car, disait-il, les cadres même du collège doivent varier sans cesse, et cela, disait-il encore, parce qu'en abordant un ordre de recherche, on ne peut deviner par avance ce qui en sortira, pas plus qu'on ne sait au juste, en creusant une mine, les richesses qu'on y trouvera. Cela nécessite donc des règlements, encore Renan disant, des règlements assez larges pour offrir à toute nouveauté sérieuse le moyen de s'exprimer, pour accorder à la science qui naît toute la liberté de ses tâtonnements. C'est-à-dire, poursuit Renan, de manière plus grandiloquente, un enseignement où le savant, qui cherche le vrai par l'analyse la plus patiente, siège à côté du penseur, qui rapporte des hauts sommets où il demeure le souffle de l'infini. Dans un contexte de réforme de l'enseignement supérieur, notamment avec la loi de 1875 sur la liberté de l'enseignement, il fallait préserver, sous les vocables de liberté et d'indépendance, notamment le fait que les cours prodigués au collège ne menaient pas à des diplômes comme ils le faisaient dans les facultés. Il s'agissait ainsi d'affirmer, en mettant de l'avant la liberté et l'indépendance, le fait que l'enseignement, qui reste neutre entre les diverses opinions théoriques qui se partagent le monde, est ainsi l'image de l'État lui-même, qui, dans ses établissements de haut enseignement, n'a pour mission que d'ouvrir des arènes aux opinions diverses, sans pencher lui-même vers l'une ou vers l'autre.
Donc comment cerner Renan dans son rôle d'administrateur compte tenu de l'imbrication des statuts et des traditions? L'auteur de la vie de Jésus reste d'une part inaccessible dans cette place, car il s'est confondu au rôle et en a adopté la langue réglementaire. Gaston Paris, qui fut administrateur de 1894 à 1903, souligne bien cet effacement de Renan dans la fonction, dans son témoignage aux funérailles de Renan, lorsqu'il dit que les idées de Renan ont eu bien des adversaires et que jamais cours ne fut plus personnel que celui de Renan, mais que, comme administrateur, il ne donnait jamais carrière à sa personnalité. Il la subordonnait tout entière à ses devoirs envers le grand corps dont il était le représentant et le chef. À en juger par ses 3 réélections après 1883, dont 2 en juin 86 et 89 à l'unanimité, Renan a été très apprécié comme administrateur. Philippe Berger, le futur titulaire de la chaire de Renan, dit qu'il était aimé de tous, et ceux même que la direction de leurs pensées éloignait le plus de lui l'entouraient d'une respectueuse affection. L'administrateur, dit encore Philippe Berger, invitait à dîner tous ses collègues. En ce temps-là, une telle pratique était possible. Il invitait par fournée de 6 à 8. Le reste des places, la table était de 12 couverts, était réservée à la famille. S'il plaisait, selon Paris, c'est entre autres pour ne pas compromettre les intérêts du collège, il s'interdisait d'exprimer toute sa pensée. 2 lettres à Bouchon-Brandly illustrent sa retenue. Elles concernent la concession des salles du collège à la ville de Paris pour un cours libre, ce qui était un sujet épineux à l'époque de Renan et au-delà, car il fallait éviter que les activités externes et ponctuellement admises dans la maison ne soient confondues aux enseignements votés par l'Assemblée. Dans un premier mot officiel, Renan insiste sur la nécessité réglementaire de consulter le ministre au sujet d'une concession de locaux à l'école polytechnique et à l'école forestière, et de refuser toute ingérence de la ville. Puis, le même jour, dans une deuxième lettre, dont il souligne le caractère privé, Renan qualifie alors le procédé de la ville de vraiment fabuleux. Il dit encore avoir peine à y croire et parle maintenant d'usurpation municipale, dont le collège doit se protéger, s'il le faut, en allant au ministère. Il écrit au secrétaire comptable dans cette lettre privée « Ne quittez pas Paris, cher ami, avant d'être sûr que c'est terminé. C'est très délicat. Si nous laissons passer une exigence de la ville, nous en aurons ensuite des zones. Ce qui importe, c'est d'écarter toute ingérence effective. » Toujours en ce qui concerne le style de direction de Renan, Louis Havette décrit l'ascendant de Renan sur ses collègues. Par une action insaisissable, faite d'habileté, de discrétion et d'ascendant librement subi, il faisait de sa pensée la nôtre, tout comme il savait se faire écouter des pouvoirs publics. Le professeur de philologie latine va même jusqu'à parler d'un mystère dont il aurait pris conscience pour la première fois lors de l'élection de Théodule Ribaud à la chaire de psychologie expérimentale et comparée en 1887, car lorsqu'une chaire devenait vacante, Renan était le premier, dit Havette, était le premier de tous à savoir qui était l'homme qualifié pour y être élu. Sous la direction de Renan, 7 professeurs sont disparus, dont Stanislas Guyard, titulaire de la chaire d'arabe, qui s'est suicidé à 38 ans, quelques semaines après sa nomination, au début du premier mandat de Renan et auquel Renan rend hommage. 3 départs à la retraite. Parmi les 12 nominations, seules 4 chaires ont été maintenues, 7 autres ont été transformées. Pour 4 de ces transformations, seuls les titres étaient visés, mais l'Assemblée a voté 3 autres transformations, celle de langue et littérature turque, en épigraphie et antiquité sémitique, que Charles Clermont-Ganneau a occupée à partir de 1890, celle d'histoire morale et morale dont Auguste Longnon fut nommé titulaire en 1892, et celle de droit de la nature et des gens. La chaire d'histoire et morale était transformée en géographie historique de la France, dont Auguste Longnon fut nommé titulaire en 1892, et celle de droit de la nature et des gens en psychologie expérimentale et comparée, comme je l'ai dit, pour Théodule Ribaud. Ces 3 dernières chaires ayant été défendues par Renan. Or, comme le 30 mars 1873, l'Assemblée avait décidé, après un débat tumultueux sur l'attribution des salles pour la chaire de mécanique céleste, qu'à l'avenir, les procès-verbaux ne contiendraient plus le détail des discussions, mais seulement l'indication du sujet de la discussion, du nom des membres et, s'il y a lieu,
des décisions prises par les professeurs, il est difficile d'y acquérir une idée précise des débats sur les chaires, entre autres sujets. Renan, néanmoins, s'entretient en filigrane des nominations avec Bouchon-Brandely, ce qui permet en partie de situer ses choix. Comme par exemple lorsqu'il donne des consignes à son secrétaire le 1er juillet 1992 pour la réunion de la fin du deuxième semestre. Je vous recommande, la deuxième citation, « Je vous recommande notre cher collège, je le sais en bonne main. La réunion de dimanche ne peut donner lieu à aucun incident. J'écris à Liard pour lui rappeler la nomination de Havette le 14 juillet. Cette nomination nous est vraiment due et j'y compte. Voyez si vous irez, quand vous irez au ministère, s'il y a quelques indices à cet égard. » Le témoignage de Havet sur le mystère qui préside à l'action de Renan suggère que bien que l'administrateur ait souvent insisté sur la nécessité d'être en règle avec l'administration et ait semblé conciliant et même amical avec la tutelle, il a aussi réussi à imposer ses idées pour créer la science au collège. La défense de l'établissement face à l'Assemblée, au ministre et au public, que l'administrateur doit assurer, est mise en évidence lorsque l'on se tourne, ici brièvement, vers la création de la chaire d'Histoire générale des sciences, dont Pierre Lafitte, le chef des positivistes, fut nommé titulaire. Et c'est à la fin du 3e mandat de Renan, par un décret du 30 janvier 1892, juste avant qu'il ne soit réélu pour un 4e mandat, qu'est instituée cette chaire. Sa création suscita un débat au Sénat en mars 1892, en préparation duquel le ministre consulta Renan, qui fut amené à réitérer le principe d'impartialité des enseignements au collège. Léon Bourgeois lut la lettre de Renan au Sénat après l'interpellation de Fresneau, qui s'opposait à la nomination, car, entre autres objections, il considérait que le positivisme était une nouvelle religion qui ne devait pas être enseignée aux frais de la nation. Reprenant les idées de Renan, le ministre de l'Instruction publique insista sur le fait que le Collège de France est, dit-il, une des places de sûreté de la liberté intellectuelle. Hormis la dispute qu'elle provoqua, dispute que je n'ai pas le temps de détailler ici, cette nomination attira l'attention à la fin du XIXe siècle sur le problème de la création par décret et fut l'une d'une série de chaires et de cours complémentaires votées à l'extérieur de l'Assemblée, souvent liées aux gouvernements coloniaux. À partir de cette date, ces créations seront l'objet de discussions animées au sein de l'Assemblée, surtout lors du remaniement du règlement de 1911. En résumé, il fallait éviter que des considérations extérieures à la science ne dictent le sujet des enseignements. Le livre de jubilaire de 1930 prend acte de cette transformation et décrit ces créations comme de rares concessions et des exceptions comme il s'en rencontre partout. Renan ne commente pas la nomination de Lafitte dans les lettres à Bouchon-Brandely, pour se limiter à cette chronique que j'ai citée plus haut. On y trouve par ailleurs une diversité de sujets, plus ou moins graves, selon le mot de Renan, et pour un regard extérieur, plus ou moins pittoresque. Il y a en plus de la question centrale des chaires, des budgets, de la question des budgets, de l'approvisionnement en eau des laboratoires, de la cession des terrains, de l'entretien des abords du collège, des histoires de vol dans les laboratoires, notamment en juillet 87. Renan et le secrétaire comptable soupçonnent d'abord un homme qu'ils appellent le besogneux par sa faute, puis le rédacteur d'un journal de micrographie qui avait, disent-ils, une attitude désinvolte frappante. Renan se demande quelle idée a guidé le choix du voleur et s'il y a dans le choix des objets volés un discernement scientifique quelconque. Quoi qu'il en soit, nous avons, dit Renan, le loup dans la bergerie et il faut s'assurer que le collège soit mieux gardé. En plus des discussions sur le prix Saint-Tour, qui débutèrent en 1888, et des frais de notaire qui y étaient liés, c'est au cours du premier mandat de Renan, le 13 juillet 86, que le prix Pecot est institué et accordé à la première lauréate, Liuba Bortniker, jeune mathématicienne née en Ukraine en 1860, qui fut la première femme reçue à l'agrégation masculine de mathématiques. Le prix fut institué par l'Assemblée suite aux donations successives des membres de la famille Pecot en l'honneur du jeune mathématicien Claude-Antoine Pecot, élève exceptionnel de Joseph Bertrand, et mort à 20 ans.
Bien que les professeurs aient été honorés de la libéralité des donateurs, le legs PECO soulève des questions juridiques et budgétaires. Qui paiera les honoraires du notaire lors des donations successives? Dans un article du journal des débats du 28 novembre 1985, Renan rend hommage aux jeunes PECO et à la générosité de la famille envers le collège. Dans sa correspondance privée à Bouchon-Brandely, cependant, Renan souligne que mademoiselle Bortnicker, je cite, « ne paraît pas disposée à jouir bien longtemps de la faveur qui lui a été accordée. Par un excès de délicatesse, elle craint de ne pas remplir suffisamment les conditions de la fondation. » Sans donner de détails, Loubia Bortnicker, souffrant de surmenage, fut internée en 1899. Renan insiste surtout sur le fait que le budget du collège, dit-il, ne peut être grevé d'1 centime pour une fondation qui doit se suffire entièrement à elle-même. 9 ans s'écoulent entre la première séance tenue le 4 juillet 1883 et la dernière séance que Renan présida avec M. Louis Havet comme secrétaire d'Assemblée le 28 avril 1892. Il y a ensuite l'Assemblée, lors de cette dernière réunion, l'Assemblée renouvelle pour la 4e fois le mandat de Renan, d'administrateur de Renan. Il n'y a ensuite que 2 séances entre le 22 mai 1892 et le 13 novembre 1892 où Boissier, qui succédera à Renan jusqu'en 1994, revient d'abord sur la disparition de Renan et d'Hervé de Saint-Denis, puis lit la lettre du ministère invitant l'Assemblée, selon la formule officielle, et depuis maintes fois reprises, à lui faire les présentations exigées par le règlement en vue de la nomination aux fonctions d'administrateur en remplacement de M. Renan. Donc, s'il s'est confondu à la fonction et en a adopté la langue officielle, Renan l'a aussi enrichi, en y annexant des aphorismes qui ont été en quelque sorte ratifiés. C'est Renan qui aurait écrit que le collège était dédié à la science en voie de se faire. Il a repris la formule dans Questions contemporaines, comme bien d'autres administrateurs après lui, dans les textes officiels sur le collège. La formule milite en faveur de l'inconnu dans le contexte de la comparaison constante entre les facultés et le collège, car le connu, c'est ce qui est enseigné à la lumière, c'est ce qui est enseigné dans les facultés. Il serait tentant d'interpréter la formule à la lumière de certaines déclarations de l'avenir de la science, où la dimension eschatologique de la science est mise de l'avant pour étudier quelle place Renan accorde aux établissements scientifiques dans sa vision de la science. Car la marche vers le progrès scientifique se matérialise dans l'organisation spatiale du collège. La défense de l'avenir de la science, du neuf, qui est ce qui va au cœur, dit Renan, comporte un versant matériel dont Renan s'est beaucoup préoccupé, jusqu'à donner une dimension presque domestique à la fonction, comme en témoigne la manière dont il parle du collège comme d'une maisonnée dont il dit, toujours à Bouchon-Brandely, qu'elle va bien. Selon Louis Havet, Renan avait l'œil sur tout, et jamais, dit-il, les salles du collège n'avaient été si bien balayées et époussetées que de son temps. Ainsi, lorsqu'il est en vacances, Renan remercie plusieurs fois le secrétaire comptable de jeter un œil sur le collège pour voir si tout est propre, si les escaliers qui conduisent au laboratoire sont dans un état satisfaisant. Il le charge de rappeler à M. Guérard que celui-ci a promis de nettoyer le pavé en mosaïque du vestibule qui est bien sale, je cite Renan, de s'assurer que les carreaux des salles de cours sont nettoyés et les paillassons du vestibule renouvelés, car, dit-il, il avait horreur d'un établissement sale et mal tenu. Il est possible que la direction de Renan ait accentué le versant domestique de la fonction, même si les administrateurs ainsi que d'autres membres du personnel, en 1877, le secrétaire comptable, les 2 appariteurs, le concierge et l'homme de peine, ont été tenus de loger au collège, au moins depuis le règlement de 1828. Or, lorsqu'il est installé comme administrateur, Renan s'empresse de remercier ses collègues en leur disant qu'ils lui ont fait le plus grand honneur de sa vie, relatant le même fait à son ami le docteur Suquet, il se plaint de la corvée que la fonction impose à sa maisonnée. De Ville-d'Avray, le 4 septembre 1883, il écrit « Mes confrères m'ont fait un honneur qui m'est fort onéreux en me nommant administrateur du Collège de France. L'obligation du déménagement nous est très pénible. Pendant 2 mois, nous allons être livrés à tous les ennuis qu'entraînent ces sortes de changements. Et cette corvée va coïncider avec les couches de notre chère Noémie. Certes, on avait travaillé à rendre ce chétif appartement plus habitable, dit-il, comme Renan en remercie un destinataire non identifié.
On devine qu'il s'agit de la répartition des pièces entre les divers appartements, dont un état des bâtiments, du mobilier, de la bibliothèque et des collections nous donne une idée. Donc je vous montre la composition du logement de l'administrateur. Une lettre de 1857 adressée à Gustave Rouland, ministre de l'Instruction publique, nous renseigne sur l'emplacement du logement de l'administrateur, dont l'installation avait alors nécessité de déplacer les lourdes collections de géologie et de minéralogie contenues dans une galerie située au 2e étage, aile droite des bâtiments du collège, pour les replacer au rez-de-chaussée dans l'amphithéâtre. C'est près de la fenêtre de cette galerie, qui donne sur la petite cour, que Renan s'est éteint, selon la description que Jean Picari, le gendre de Renan, nous en donne. C'est d'ailleurs surtout à l'occasion de sa mort que le public a pu lire dans la presse des descriptions d'une des pièces du logement de Renan, transformée en chambre mortuaire, d'où tout objet rappelant la religion avait été enlevé. L'attribution des logements aux professeurs et membres du personnel est liée à l'expansion des enseignements qui ont nécessité toujours davantage de laboratoires et de salles de conférence. Ce problème a été soulevé avant l'époque de Renan et le sera encore après 1892 et au-delà. Ainsi, lorsque Renan mitige les inconvénients de son logement dans la lettre que j'ai citée plus haut, d'après les avis qu'il reçoit, le commencement de la reconstruction ne serait pas éloigné. Espérons alors qu'alors nous serons un peu plus au large que nous ne le sommes dans le bâtiment actuel, fait pour un temps où le collège n'avait que 10 chaires. Lorsqu'il parle de cet agrandissement, il fait référence au projet d'agrandissement du collège dont on commença à s'occuper pendant le mandat d'Ernest Laboulaye et qui fut concrétisé par une loi votée en 1881 et en 1887, sans que les lois votées aboutissent encore à un agrandissement réel. Dans le rapport de 1977 sur la question, Laboulaye, l'ancien administrateur et l'architecte du collège Guérard, ne mâchent pas leurs mots pour souligner, je cite, « l'insuffisance des bâtiments et la manière dont l'encombrement dépasse tout ce que l'on peut imaginer ». Guérard fournit un rapport expressif de l'état des laboratoires, dont celui de Claude Bernard, qui est situé dans une cave dont on ne ferait même pas un bûcher. Il parle aussi des décorations mesquines et défraîchies des amphithéâtres, qui risquent de transformer, je cite, « une séance au Collège de France en une véritable fatigue pour les dames françaises et étrangères qui suivent en grand nombre certains cours », et ainsi de suite. La note retrouvée par Cornélie Renan, dans laquelle celui-ci dit n'avoir de toute sa vie jamais été aussi mal logé qu'au collège, prend tout son sens dans ce contexte. La science en voie de se faire va de pair avec les changements matériels et l'on constate toute la cohérence de la position de Renan en la matière, lorsqu'il affirme que Michelet applaudirait les recherches de M. Marais sur la marche et sur les phénomènes de mouvement volontaire en constatant qu'elles sont conduites dans le laboratoire qui a remplacé l'amphithéâtre dans lequel l'historien avait enseigné. La philologie a aussi droit à un cadre spécifique. Anticipant les idées de Claude Lévi-Strauss sur l'installation d'un laboratoire d'anthropologie sociale dans les années 60, les sciences philologiques, dit Renan, ont besoin, je cite, « ont besoin de laboratoires gardis de nombreuses tables pour empêcher les travaux de se confondre, se prêtant à ces arrangements personnels de bibliothèque qui sont la moitié du travail scientifique. Car, dit-il, une des nécessités de l'érudition est un local vaste, commode, où l'on n'est à craindre ni les déménagements ni les dérangements. Renan va même jusqu'à imaginer ce que serait la science si le collège était comme une abbaye du temps de Saint-Bernard, perdue au fond des bois. Il y imagine le dépôt des inscriptions sur de longues tables et une production scientifique supérieure à ce qu'elle est, car les travaux, dit-il, valent en proportion du calme avec lequel on les fait. Les travaux d'agrandissement que l'on décrit aussi comme des travaux d'isolement du collège, car il fallait modifier le plan des rues qui l'entouraient, n'ont pas commencé pendant la période, comme je l'ai dit, où Renan présidait l'Assemblée des professeurs. Ils seront encore amendés en mars 1893. Cependant, le 4 juin 1888, le ministre autorise Renan à utiliser les fonds affectés à l'agrandissement et à des travaux, Renan a utilisé les fonds affectés aux agrandissements à des travaux tels que la réfection d'égouts et de dallage et la complète mise en état de la cour Le Tarouilly et sa décoration. Une commission est alors formée pour choisir les bustes et décide qu'elle limitera son choix à l'âge héroïque du collège.
à sa fondation. Et l'administrateur, qui est membre de toutes les commissions, a certainement participé au choix des savants qui illustreraient le collège avant d'être lui-même immortalisé par un buste installé dans la salle des langues en 1895, à côté de celui d'Eugène Burnouf, réalisé par Eugène Guillaume, et qui avait été inauguré en 1891. Des bustes illustrant l'âge héroïque du collège, j'en viens à ma dernière partie et conclusion, sur Renan, historien du Collège de France. Dans la préface de l'histoire du Collège de France depuis ses origines jusqu'à la fin du Second Empire, Abel Lefranc loue le vif intérêt que son illustre maître avait pour les origines du collège. Je cite, « Il n'était pas possible de l'entendre parler des hommes du XVIe siècle sans se sentir pénétré d'enthousiasme pour les vaillants lutteurs auxquels Lefranc consacre une bonne partie de son ouvrage. Personne, ajoute-t-il, n'était plus digne que Renan de les comprendre et de les aimer. Et c'est même lui qui avait suggéré à Lefranc l'idée de son travail historique sur les origines de la maison de François Ier. Lefranc rapporte que le chef du collège, je cite, était très au courant de l'histoire de l'institution et désirait vivement voir se dissiper l'obscurité qui entourait ses origines. Renan ayant soutenu Jacques Flac lors de sa nomination, on peut se demander si c'est lui qui avait de même suggéré au professeur de législation comparée de faire l'histoire du collège, qui reste aujourd'hui encore inachevée, mais dont on trouve l'empreinte dans le classement de nombreux documents par Jacques Flac qui se rapportant à l'histoire du collège. Un classement et projet qu'il reste encore à explorer. James Darmesteter a, pour sa part, célébré la manière dont Renan avait pris en main la plume comme historiographe de la société asiatique, dont il a aussi été le président, pour produire, dit-il, une belle série de rapports sur le progrès des sciences de 68 à 82, c'est-à-dire dans la plus cruelle période de notre histoire, alors que Renan rêvait d'une Europe éclairée de concert par une France et une Allemagne amies. Même avant sa direction du collège, 5000 exemplaires de l'opuscule sur la chaire d'hébreu au Collège de France furent édités, disséminant un intérêt pour l'histoire des chaires, en plus du succès de scandale que connaissait Renan. J'ai soulevé en commençant la question de savoir ce que Renan pouvait nous avoir légué comme administrateur du Collège de France. Étant donné qu'à ce jour, les historiens se sont surtout penchés sur les origines de la maison, il semble qu'un des apports de Renan, administrateur et professeur, ait été non seulement d'accentuer la nécessité de développer une histoire du Collège de France et des établissements de la science, mais aussi de renforcer le retour historique aux origines de l'institution, en donnant toute sa place à la Maison de Ramus dans l'histoire de l'esprit humain. Si Renan disait que l'avenir transformerait la science d'aujourd'hui en un jeu d'enfant pour les adultes futurs et qu'il a reconnu toute l'importance des innovations matérielles qu'elle implique, il a néanmoins contribué à définir le caractère du collège à partir de son origine, au moment où la maison était, comme dit la formule, bâtie en homme. Selon la conception dynamique de la science qu'il défendait, y compris de la science historique, peut-être est-il possible de dire qu'il nous lègue l'impératif de déplacer notre regard historien des origines de l'établissement, de son âge héroïque, vers l'époque moderne auquel les mandats de Renan appartiennent, mais qu'ils inaugurent aussi en quelque sorte. Et comme je l'ai suggéré, les ordres de réalité scientifique et matérielle, anciens et nouveaux, qui s'y entrecroisent de manière inédite sous l'œil de Renan, ne demandent qu'à être mieux connus. Et je termine par une autre photo prise par Marcellin Berthelot en 1890 du salon de Renan au Collège de France. Merci.